C'est bon, excellent. Alors, écoutez, on commence, on se lance. Alors, on va commencer avec Gabrielle Sainte-Marie du Bloc québécois. Gabrielle, est-ce que votre micro est ouvert? Oui, bonjour, Madame Proulx. Excellent, bonjour. Alors, je vous présente brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gabriel est diplômé de l'Université du Québec à Montréal en économie. Il représente les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Joliette depuis 2015. En plus d'être porte-parole du Bloc québécois en matière de finances, il siège au comité permanent des finances à titre de vice-président. Alors, M. Sainte-Marie, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, parlez-nous un peu de la vision économique du Bloc et comment vous voyez le rôle du secteur manufacturier dans cette vision-là et dans la relance. Oui, merci, Mme Proulx. Donc, salutations à M. Darby, à toute l'équipe de manufacturiers exportateurs. Vous faites un travail formidable de mon point de vue. Je salue les collègues des autres partis et tous les membres à l'écoute. Donc, comme je le disais, votre plateforme est très utile. Hein? C'est des mesures concrètes bien présentées. Donc, on y trouve une réflexion approfondie. C'est incarné en 27 mesures concrètes. C'est très utile pour nous, les politiciens, comment adopter des politiques plus efficaces pour soutenir le secteur manufacturier et les exportateurs. Évidemment, pour nous, au Bloc, le secteur manufacturier, c'est le cœur de l'économie. Hein, c'est d'où l'importance d'avoir une vision globale, une stratégie pour vous soutenir. Hein, on le sait, c'est là que sont les emplois payants, puis c'est sur vous que repose la solidité de notre économie. D'où l'importance d'avoir une stratégie. Monsieur Darby, dans la présentation du document, a dit l'objectif du Canada devrait être d'attirer au moins 2% des investissements manufacturiers annuellement au sein de l'OCDE. C'est 50 milliards de dollars par année. On est tout à fait en accord. Là, on l'a vu, la dernière année et demie, la pandémie de COVID a révélé la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, puis ça met le secteur manufacturier à risque, qui est pourtant tellement important dans l'économie. On le voit, là, la désindustrialisation à laquelle on a pu assister, ça pose un problème sérieux. Il faut viser vraiment une réindustrialisation, cibler notamment les secteurs stratégiques. Puis ça, évidemment, ça va passer par un accroissement de la productivité, de l'innovation pour se démarquer. Puis, de notre point de vue, le gouvernement a un rôle de soutien important à jouer en ce sens-là. Puis, nos interventions vont en ce sens-là. Même chose, tout le monde en parle, surtout dans la campagne. Là, on n'entend que ça partout, peu importe la grandeur de la taille de l'entreprise. C'est la question de la pénurie de main-d'œuvre. C'est un enjeu hyper important. On pourra détailler davantage là, lors des questions à ce sujet-là, là, ce qu'on propose. On le sait, les enjeux climatiques nous obligent à viser une décarbonisation de l'économie ou à une atteinte de la carboneutralité. Il y a des enjeux là. Là, on est rendu au moment de la relance de l'économie. C'est un moment charnière pour justement entreprendre ce virage-là. Puis, on veut s'assurer que l'État puisse soutenir ce virage-là là, de la part des entreprises et évidemment là, dans les secteurs que vous représentez. On a présenté notre plateforme au Bloc. On va avoir nos engagements financiers un peu plus tard, là, où il y aura plus de détails autour de tout ça, mais notre plateforme reprend essentiellement ça. Évidemment, on pose l'enjeu de la pénurie de la main-d'œuvre, on apporte des solutions pragmatiques et intéressantes. Et comme je le disais, là, lors des questions et réponses, on pourra davantage détailler ça. Pour nous, le nationalisme économique, produire chez nous, acheter chez nous, l'importance des sièges sociaux, l'importance des grappes, des donneurs d'ordre jusqu'à la petite entreprise. Tout le monde joue un rôle important. Il faut tout faire pour soutenir ça. Je vais illustrer mon propos à l'aide d'un secteur clé pour l'économie du Québec. C'est l'aérospatial, hein, évidemment, qui est un moteur de notre économie de pointe. On est content que le gouvernement vienne de se réveiller. Puis, dans le dernier budget, là, pour la première fois, on disait oui, on cible le secteur de l'aérospatial. Mais là, on a juste des projets. Nous, ce qu'on demande, c'est une politique complète. Je vous donne quelques exemples. Hein, ce n'est pas juste de donner un contrat à un grand donneur d'ordre, mais c'est de s'assurer que les PME soient impliquées dès le début. On le sait, lorsqu'elles sont intégrées plus tôt dans le projet, il y a plus de chances d'avoir des retombées économiques chez nous importantes. Donc, ça, c'est bien important.
c'est important pour le secteur manufacturier comme pour le secteur de l'aérospatial d'avoir une vision globale, une politique globale. Là, on le sait, toujours dans l'aérospatial, il y a un immense contrat qui s'en vient pour remplacer les avions de chasse. On le sait, le secteur militaire, il permet de prendre la relève quand le secteur civil bat de l'aile sans faire de mauvais jeu de mots. On le sait, l'industrie aérospatiale, avec la pandémie, là, a été affectée. Bien là, justement, le choix du fournisseur de ces avions de chasse-là va déterminer l'ampleur de la retombée chez nous. C'est crucial. C'est un secteur qui assure la continuité de l'industrie. Dans l'aérospatial, il y a le volet spatial. C'est beaucoup moins gros, mais très important. Je vous donne un autre exemple. Dans la stratégie de Québec de brancher tout le monde à Internet, bien, ce qui avait été retenu pour les régions éloignées, c'est d'y aller par satellite. Là, on a vu, ça branlait dans le manche, chicane Québec-Ottawa. Finalement, là, Ottawa s'est réveillé et a dit « Parfait, on y va ». Mais ça, c'est bon là, parce que ça va permettre de brancher tout le monde partout. Mais pour les régions éloignées, bien, c'est le secteur, c'est des petits satellites qui vont être produits dans l'ouest de la ville de Montréal qui vont permettre d'amener ça. Donc, ça permet pas juste, les politiques publiques comme ça ne permettent pas juste d'offrir un service qui est rendu essentiel là, en 2021 à tout le monde au Québec, mais aussi de soutenir le secteur manufacturier. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut intégrer les politiques économiques. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur la présentation. Je préférerais garder du temps dans le détail des réponses plus ciblées qui seront posées. Merci. Excellent, merci beaucoup. Et juste pour répondre à la question dans le chat, en fait, on avait demandé aux gens d'envoyer leurs questions à l'avance. Alors, les prochaines questions que je vais mettre de l'avant, c'est le fruit de ce que vous nous avez proposé, mais je vous permets quand même de poser certaines questions, puis si on a le temps, on pourra y faire écho. Alors, on va commencer avec le nationalisme économique. Je trouve ça intéressant. Une de nos recommandations vise à stimuler les exportations et une des priorités, en fait, puis il y a plusieurs recommandations qui visent à stimuler les exportations. Mais on parle aussi d'augmenter la part des achats canadiens dans les contrats publics fédéraux. Alors, comment, et là, il y a quelqu'un qui écrivait dans le chat, comment est-ce qu'on peut promouvoir le commerce entre le Canada et les États-Unis? C'est toujours un équilibre qui est difficile. Là, vous avez donné plusieurs exemples de comment on pourrait augmenter le fabriqué ici, inclure davantage de contrats pour les entreprises canadiennes québécoises. Mais en même temps, on a plusieurs de nos grands exportateurs qui sont très dépendants des marchés étrangers, qui veulent s'assurer que les frontières restent ouvertes, qu'on demeure pro-libre-échangiste. Comment vous voyez ça? Oui, bien, en effet, bien, évidemment, la question est très large. Vous m'arrêterez quand j'aurai dépassé le temps qui m'est imparti parce qu'on peut faire beaucoup de liens. Premièrement, évidemment, on est pour le libre-échange, puis les accords tels qu'ils sont signés limitent ce qui peut être fait pour soutenir l'achat local dans les marchés publics. La contrepartie, comme vous l'avez souligné, c'est que ça permet à nos manufacturiers exportateurs de participer au marché public à l'étranger. Donc, ça, c'est la contrepartie. Mais dans ce qui est signé, dans la légalité de ce qui est signé, il y a toujours des exceptions, puis il faut en tirer profit ici. C'est ce que font les Américains, là, on le sait. Hein? Il y a certains domaines, on peut penser à la défense, la sécurité. Un pas important, c'est tout ce qui est le ministère fédéral, le ministère des Transports, donc essentiellement le matériel roulant. Il faut s'assurer dans les appels d'offres qu'on privilégie ce qui est fait ici, les joueurs de chez nous. Moi, là, le fait que Via Rail ait acheté les wagons à Siemens, une entreprise allemande, qui sont produits en Californie, à ce que je sache, les salaires ne sont pas moins bons qu'à la Pocatière, alors qu'on avait tout pour produire ça chez nous ici, à la Pocatière. C'est un non-sens, ça ne devrait plus jamais être fait. Là, on va voir Alstom qui a racheté ça à Bombardier, ce qui va en arriver, mais il faut faire plus dans ce qui est permis ici. Il y a juste le Canada qui agit comme ça en disant ben, on ne s'y intéresse pas. Aussi, dans les accords, il y a des clauses qui permettent de privilégier les fournisseurs locaux. On peut penser, dans le respect des accords, de dire on va favoriser les PME. Ça peut avantager les producteurs de chez nous. On peut aussi inclure des considérations environnementales, par exemple l'empreinte carbone. Hein, on le sait, les producteurs en Chine, leur électricité vient du charbon, c'est hyper polluant, alors qu'au Québec, c'est de l'énergie renouvelable. Ça donne plus de points aux producteurs d'ici. Donc, dans le respect des accords, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Donc, c'est limité, puis il faut prendre tous les moyens pour favoriser le contenu canadien.
Excellent, excellent, merci. Peut-être par la suite, puis vous en avez parlé également dans votre présentation, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, le Québec compte 20 000 postes vacants dans le secteur manufacturier. C'est la province qui a le plus de postes vacants partout à travers le Canada. On en a plus que l'Ontario. On a des enjeux de régionalisation de l'immigration, donc de s'assurer que les gens aient travaillé en région. Si je prends le cas de la Beauce, Chaudière-Appalaches, le taux de chômage est à 3,4 % il n'y en a pas de gens. Le bassin de travailleurs n'est pas assez grand. Le fédéral a conclu une entente avec Québec juste avant les élections concernant les travailleurs étrangers temporaires, donc de hausser le seuil à 20 pour les travailleurs peu spécialisés. Comment, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur d'activité? Oui, merci. Donc, on est bien content que le seuil, comme vous le demandiez, comme on le demandait depuis longtemps, pour les travailleurs étrangers temporaires a été augmenté à 20 on dirait que les sirènes électorales ont permis de réveiller les endormis. Au moins, ça aura eu ça de bon. Immédiatement, suspendre la PCRE. C'est un programme qui était là pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs quand leur entreprise était fermée. Là, on le sait, ce n'est pas ce qui va régler tout le problème. La pénurie de main-d'œuvre était là avant la pandémie, elle va être là après, puis elle va aller en augmentant. On le sait, là, il n'y a aucun travailleur ou travailleuse qui entre sur le marché du travail pour remplacer 2 baby boomers qui partent à la retraite. Donc, c'est un problème qui va durer. La solution de fond, ça va passer par l'innovation puis l'augmentation de notre productivité, produire plus avec moins de travailleuses, travailleurs, moins d'heures travaillées. Ça, je pourrais y revenir un peu plus tard. Évidemment, nous, depuis plus de 2 ans, on dit les jeunes retraités, les retraités qui veulent retourner travailler, ça prend des mesures fiscales pour qu'il y ait un incitatif, que ça ne soit pas juste du bénévolat. Là, la plupart d'entre eux, s'ils retournent travailler, ils perdent les revenus de pension à l'impôt. Donc, on est content de voir que les libéraux ont retenu ça, ont annoncé ça aujourd'hui. Quand il y a une bonne idée, il faut qu'elle fasse son chemin, qu'elle circule, qu'elle soit reprise. Vous parliez des régions, Mme Proulx. On le sait, le vieillissement de la population est plus rapide dans les régions. Nous, on propose la mise en place d'un crédit d'impôt pour les jeunes diplômés puis les nouveaux arrivants qui vont s'établir en région pour permettre de contrer ça. Vous avez des propositions pour l'immigration économique. On est tout à fait en accord d'augmenter le maillage entre l'immigration économique et les besoins de main-d'œuvre. Mais évidemment, ça, il y a eu une entente, ça relève de Québec et nous, on ne veut pas empiéter, on ne fait pas notre campagne en disant qu'Ottawa doit empiéter dans les juridictions de Québec, comme vous pouvez vous en douter. Mais ce qu'Ottawa peut faire, c'est s'attaquer à son fichu ministère de l'Immigration. Ça, c'est un des ministères qui fonctionne le moins bien. Ça n'a pas de bon sens. Là, on le sait, il est complètement dysfonctionnel. Un travailleur, une travailleuse qui désire obtenir le statut de résident permanent, c'est 27 mois. 27 mois, c'est plus de 2 ans, ça. Ça n'a pas de bon sens. Leur norme, ça serait 11 mois, juste si le ministère respectait la norme qu'il met de l'avant. Ça aiderait déjà. Il y a un sérieux coup de barre à donner en ce sens-là. Dans vos suggestions, dans la plateforme que vous présentez, vous parlez des étudiants qui viennent, étrangers qui viennent ici. Mais on le sait, eux, ils ont un permis de travail qui dure 1 an après la fin de leurs études. Puis là, s'ils font leur demande, ils vont avoir des nouvelles dans 27 mois. On le sait, les bureaux de comté, on fait les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers, les cas d'immigration, ça occupe au moins la moitié des cas citoyens. Donc, il y a un sérieux coup de barre à donner dans tout ça. Et comme je le disais, puis je pourrais le détailler dans une prochaine réponse, le plus important que tout ça encore, c'est l'augmentation de la productivité des entreprises. Merci. Excellent, merci. Je vous dirais que j'apprécie les réponses. C'est très bien aligné sur plusieurs des demandes que les manufacturiers québécois canadiens font depuis longtemps. La pénurie de main-d'œuvre, c'est de loin le plus grand frein à la relance économique. Je le réitère, on est en pleine pandémie. Les manufacturiers sont prêts à en faire plus. Ils lèvent la main, ils seraient capables d'en prendre davantage. On voit plutôt des entreprises partout en région qui réduisent leur empreinte, qui consolident en fait présentement, puis qui laissent aller des clients faute d'être capables de trouver les travailleurs dont ils ont besoin. Et ça nous amène à la prochaine question. On parle de productivité. En fait, si on augmentait notre productivité, on serait certainement plus compétitif. On dit souvent qu'on pourrait être moins dépendant
de certains types d'emplois également. Le Canada, en termes de productivité, fait piètre figure. Quand on regarde l'investissement en équipement et en machinerie, la croissance des investissements au cours des 5 dernières années, le Canada arrive avant-dernier après l'Italie, avec une croissance de 8 %. Les États-Unis sont à 30 % le Royaume-Uni 23 % ou l'inverse. Bref, l'écart continue de s'accroître. Comment on compte cet écart-là? Comment on amène les manufacturiers québécois, canadiens à investir davantage? Oui, la situation est vraiment triste. On suggère plusieurs politiques. Par exemple, là, le programme d'amortissement accéléré, on veut le rendre permanent. On a tellement besoin d'investissement dans les entreprises. Il faut rendre permanent l'amortissement accéléré. On va peut-être parler plus en détail des technologies propres plus tard, mais l'amortissement immédiat pour les technologies propres, le rendre permanent aussi. Ça envoie un signal, investissez, vous serez soutenu puis de façon prévisible. Si je m'intéresse au crédit qu'il y a au fédéral en recherche et développement, actuellement, il est bien problématique. Il couvre seulement les nouveaux produits, pas les produits qui existent puis qu'on améliore. Puis ça, on voit beaucoup de cas concrets de ça. Puis on le sait, là, l'innovation, c'est un processus continu. Ce n'est pas vrai qu'on développe un nouveau produit, paf, il est fini, il va rester le même tout le temps, puis il cesse d'être amélioré. Je vous donne 2 exemples. Une entreprise que j'affectionne particulièrement, j'admire ce qu'ils font, c'est à Rivière-du-Loup, Premier Tech. Hein? Ils font notamment là, les robots qui manipulent les marchandises chez Amazon. Ça, c'est fait à Rivière-du-Loup chez nous. Mais là, quand ils prennent le même robot pour l'adapter à une toute autre tâche, il y a beaucoup d'innovation qui se fait là, mais pour un autre client, il fait des tâches différentes. L'Agence du revenu dit « Ah, c'est pas accès au crédit parce que le robot, la base existait déjà. » Voyons donc, ça, c'est pas avoir une vision de l'innovation du tout. Je vous donne un exemple chez nous, une entreprise bien dynamique, Krios Technologies. Eux, ils font des semelles orthopédiques. La haute technologie là-dedans, de l'impression 3D, des scans, en tout cas, tout ça. Là, pas de problème avec Québec pour le crédit de recherche et développement. Avec Ottawa, là, ils vont regarder toute la programmation logicielle, puis là, s'ils trouvent une ligne qui se retrouvait déjà ailleurs, il faut tout justifier que tout est nouveau. C'est du grand n'importe quoi. On ne soutient pas l'innovation. On fait de la bureaucratie, là. Fait qu'il faut vraiment changer les façons de faire puis permettre élargir le crédit à l'innovation. Aussi faire en sorte que ça couvre les frais liés à l'obtention de brevets puis aux efforts de pré-commercialisation qui sont souvent essentiels qu'on peut penser au développement de la chaîne puis les premiers clients qui sont souvent là, essentiels justement à des activités d'innovation. On veut pérenniser les programmes gouvernementaux qui soutiennent l'investissement dans les technologies de production. Là, c'est reconduit année après année, mais est-ce qu'on peut pérenniser, envoyer un signal clair au milieu des affaires? Finalement, pour les startups, ce qu'on voit, le modèle, il y a beaucoup de capital de risque. Le génie développe son innovation. Il y avait une grande entreprise, souvent de la Silicon Valley, puis il empoche son million, puis ça arrête là. Est-ce qu'on peut prendre ces startups-là, les amener à un autre niveau? Pour ça, ça prendrait du capital patient. Donc, on propose plus de capital patient aussi. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Crise d'impôt à la R&D, c'est un enjeu majeur pour notre secteur. L'amortissement accéléré aussi. Il y a certains secteurs, d'ailleurs, comme le secteur minier, qui sont exclus présentement de ces mesures-là, où on aimerait vraiment que ça puisse couvrir l'ensemble des industriels et des grands industriels également. Écoutez, il nous reste 2 minutes. La question de la carboneutralité. Alors, il y a un virage vert qui se fait. Le gouvernement fédéral s'est donné des objectifs. Les grands donneurs d'ordre, dont certains sont autour de la table, ont pris des engagements carboneutres. Comment on s'assure d'atteindre les objectifs? Comment on s'assure d'accompagner les industriels pour qu'ils puissent prendre ce virage puis contribuer aux objectifs? Oui, hyper important. J'aurais voulu prendre 10 minutes pour parler juste de ça. Servons-nous de la relance économique pour prendre le virage là, de la carboneutralité. Tout le monde est rendu là, partout dans le monde, c'est là. Un point bien important. Si on se base juste sur les deniers publics, ça va être limité. Je vous donne quelques statistiques. On sait, là, les accords de Paris, ça a été fait à la fin 2015. Depuis fin 2015, le secteur financier canadien a investi dans le secteur du pétrole puis du gaz 700 milliards de dollars. Donc, depuis 2015, 700 milliards de dollars investis dans le secteur du pétrole. Nous, on dit qu'il faut, entre autres, là, demander au secteur financier, prendre des mesures pour dire, là, ça expose l'économie canadienne à risque.
Hein, on sait, les grands fonds sortent de ce secteur-là. Donc, il faudrait mettre des incitatifs pour faire en sorte que les fonds privés soient incités à aller dans l'investissement de virage vert. C'est compliqué, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner ce que ça peut être, tout ça, mais je m'engage au lendemain de l'élection à aller au comité des finances, qu'on se penche là-dessus pour qu'on puisse suggérer des lignes de conduite aux surintendants des institutions financières. Par exemple, mettre un plafond d'exposition au pétrole qui risque de s'effondrer si dans la planète, là, on continue à prendre le virage comme ça. Ça va dégager des capitaux privés pour le secteur manufacturier, pour le secteur vert. Si j'ai le temps, une petite minute, Québec est en train de développer la filière de véhicules électriques. Hein, il veut de la mine aux composantes, par exemple, les batteries. En même temps, là, il y a le fait de savoir où est-ce que cette industrie-là va se positionner. En Ontario, avec le secteur de l'automobile ou au Québec, moi, je peux vous dire qu'au Bloc québécois, on va pousser, on va tout faire pour que cette industrie-là soit développée au Québec. Il y a plein d'autres choses à faire. Le temps est écoulé, je crois. Sinon, je peux continuer. Donc, merci, Mme Proulx, puis salutations à tout le monde. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant de vous entendre, d'entendre votre vision, puis vous étiez très bien alignés encore une fois, je pense, sur la réalité des manufacturiers québécois. Là, j'en ai vu plusieurs autour de la table hocher de la tête. Alors, merci d'avoir pris le temps avec nous, puis bonne chance pour le reste de la campagne. Merci. Excellent. Alors, on poursuit. On poursuit maintenant avec M. Vincent Duhamel. Alors, M. Duhamel qui est candidat du Parti conservateur du Canada, par contre. M. Duhamel compte plus de 30 ans d'expérience à la tête de sociétés de gestion de placement au Canada et en Asie. En tant que vice-président du Conseil, président et chef de l'exploitation globale, M. Duhamel était responsable des unités fonctionnelles, les ventes, les activités de distribution de Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale. M. Duhamel, bonjour. Je vous invite vous êtes sur muet encore. Je vais vous laisser réitérer votre bonjour à voix haute. Parfait. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, on s'entend très bien. C'est plus facile avec un micro de Anna. Tout à fait. Alors, merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. On l'apprécie énormément. Alors, écoutez, je commence avec la première question. Vous avez eu la chance d'assister à la présentation précédente, mais peut-être nous parler de votre vision économique, la vision économique du parti et comment vous voyez le rôle du manufacturier à l'intérieur de cette vision-là. Absolument, absolument. Alors, laissez-moi vous donner un peu de contexte, puis un peu de contexte pourquoi je me retrouve à me lancer en politique aujourd'hui, quelque chose que je n'ai jamais fait. Comme beaucoup de vos membres, j'ai passé ma carrière en affaires, à essayer de générer des affaires et à partir des business ou des entreprises, soit ici, soit en Asie. On est revenu, ma famille et moi, il y a 4 ans, pas parce que Canada was back, mais parce que plutôt nos enfants nous ont ramenés ici à cause des universités. Évidemment, on a de très bonnes universités à Montréal et à Toronto. Et ce que je constatais de plus en plus, c'était, ce qui me dérangeait, disons, c'était un peu le manque de rigueur. Un manque de rigueur, que ce soit budgétaire, on faisait des déficits qui étaient 3 fois plus élevés que ce qu'on annonçait, ce que les libéraux annonçaient au début dans leur premier gouvernement. Fiscal, les libéraux, le gouvernement ne semblait pas être sensible à la fiscalité. 67 des Canadiens payaient plus d'impôts qu'ils n'en payaient avant 2015. Et puis, la satisfaction d'une croissance médiocre que le gouvernement ne faisait évidemment aucun plan, aucune action pour essayer d'améliorer ou d'accélérer cette croissance-là. Ça se rajoutait par-dessus ça, évidemment, les missions étrangères pour aider à l'exportation qui étaient, je crois, sur la plupart de vous, si on suivi les missions qui sont allées en mission, des fois un petit peu embarrassantes, en plus d'avoir des questions d'éthique qui ont été très questionnables avec le gouvernement libéral pendant cette période-là. Ça me dérangeait, mais ce n'était pas encore assez pour me lancer, disons, en action. Ce qui a suivi, par contre, avec la pandémie, la pandémie a changé le dérangement par une inquiétude. Une inquiétude qui était par rapport à l'inaction qu'on retrouvait avec le gouvernement à ce moment-là. Je vais donner un exemple. J'étais, au mois de février 2020, j'étais en Asie, à Séoul et à Tokyo, justement pour promouvoir mon entreprise sur ces marchés-là. À Séoul, j'ai été probablement un des derniers étrangers qui est sorti parce qu'il fermait l'aéroport, fermait le pays, mais en rentrant même, nous donnait un paquet de feuillets de distribution et de feuillets pour nous retrouver rapidement au cas où il y aurait une éclosion. Tokyo, la même chose. Je reviens sur Montréal, et puis Montréal, c'est le chaos normal qu'on revoit dans un aéroport occupé, mais sans aucune
activité, quoi que ce soit, pour essayer de nous avertir de la pandémie qui s'en venait. On a pris beaucoup de retard à fermer les aéroports. En fait, on a attendu que Mme Plante envoie ses fonctionnaires municipaux ou encore même que les Américains ferment les aéroports. On a attendu pour les vaccins. On a négocié avec un fournisseur de vaccins chinois avec qui on s'entendait déjà pas beaucoup pour le vaccin, ce qui nous a retardé 3-4 mois sur le départ de nos vaccins et puis sur le matériel d'achat. Tout ça a amené des coûts énormes qui ont évidemment accéléré notre déficit et notre dette publique. Ça, c'était les inquiétudes. Mais là où je suis venu à une déception beaucoup plus grande, ça a été quand on a eu le budget 2021. Ça va venir, on va venir se toucher au plan de relance économique du Parti conservateur. Les libéraux ont présenté en avril 2021 à peu près un plan pour leur budget qui n'était pas un plan de relance. C'était un plan qui manquait beaucoup de vision. On ne retrouvait absolument rien qui adressait la nouvelle dynamique mondiale dans laquelle on se retrouvait, avec des pays qui étaient peut-être un peu moins collaboratifs que ce qu'on avait eu avant. On se retrouvait avec des changements dans les méthodes industrielles qu'on devait utiliser à cause de l'arrivée des nouvelles technologies. On se retrouvait avec des perturbations de commerce et de chaînes d'approvisionnement, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, qui étaient extrêmement difficiles pour l'industrie pour être capable de régler les goulots d'étranglement qui existaient dans nos chaînes d'approvisionnement. Et puis une qualification de la main-d'œuvre qui changeait. La main-d'œuvre canadienne, et un peu partout à travers le monde, a changé avec la dynamique de la pandémie. Là, on parle en plus de la carboneutralité, on va y revenir un petit peu plus loin au bout de la présentation. Mon problème, c'est que le gouvernement libéral, en avril 2021, a présenté aucun plan, aucune vision à long terme pour la croissance et une croissance forte et structurante pour le Canada. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter, évidemment, avec M. O'Toole. On a eu beaucoup de discussions sur comment relancer l'économie canadienne et remettre sur place un plan à long terme qui va nous assurer de profiter de ce que j'appellerais une opportunité énorme. En investissement, c'est toujours ces grands moments de changement qu'on a, de crise, qui vont nous permettre de vraiment réaligner les priorités d'un pays, les réaligner nos priorités d'investissement comme investisseur ou comme homme d'affaires, personne d'affaires, manufacturier. Les grandes opportunités pour le Canada, on les connaît, c'est l'abondance des ressources naturelles, c'est l'éducation postsecondaire qu'on a avec les universités, c'est notre écosystème financier qui est extrêmement solide, on est une nation exportatrice, on est une nation de commerçants qui exportent, on est collé sur le plus gros marché au monde, 60% du PIB mondial est collé sur nous, et puis on est un leader en intelligence artificielle. Le plan de relance conservateur essaie de s'aligner avec les opportunités, les atouts que nous avons ici. Alors, quand on regarde plus spécifiquement dans le plan, je vous conseille de le regarder, il y a à peu près 300 pages très détaillées qui ont été déposées 2 jours après le début des élections. Le plan de relance de M. O'Toole et des conservateurs est vraiment basé sur plusieurs éléments. Le premier, c'est à court terme de créer des mesures de stimulation qui vont être très ciblées pour ramener les gens sur le marché du travail. On a perdu tout un groupe de travailleurs et travailleuses qui, par la PCRE, par la PCU, ont été exclus, ont été sortis du marché du travail, qui n'a pas permis aux entreprises de pouvoir repartir leurs activités au niveau qui est important de les repartir. On a des mesures très spécifiques là-dedans, je vais pouvoir en parler plus tard à la période des questions. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de PME et d'entreprises en général qui ont soit été asphyxiés par le manque d'investissement parce que le gouvernement prenait beaucoup de place et donc on doit accélérer, donner de l'oxygène à ces entreprises-là, créer un accélérateur, un incitatif fiscal pour accélérer les investissements dans les entreprises. Et puis finalement, des crédits d'impôt et des prêts pour la relance. Ça, c'est des points à court terme que le plan de relance présente pour repartir notre économie rapidement et amener toutes les entreprises à pouvoir contribuer à la croissance du PIB qu'on va avoir besoin si on veut essayer de rétablir l'équilibre fiscal qu'on doit rétablir à moyen terme. À plus long terme, on a mis en place certains points qui sont importants. Main-d'œuvre, tout le monde en parle. Tout le comté Bromésiquois, chaque ville que je fais, que ce soit à Beaumont, à Magog, à Sutton hier, ne parle que de la pénurie de main-d'œuvre, ne peuvent fonctionner. Le cafetier à Sutton, justement, parlait, est fermé à 3 heures de l'après-midi parce qu'ils n'ont pas assez de chefs pour pouvoir fournir ce que les clients demandent. La clientèle est là, la demande est là, on n'est juste pas capable de subvenir aux besoins qui existent là.
Les programmes qui sont mis en place sont vraiment encourager, créer l'incitatif de ramener au Canada, je crois que c'est 250 000 personnes, c'est probablement autour de 25 000 au Québec, ces gens qui, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce qu'avec la PCRE, n'ont peut-être pas eu le goût, l'opportunité de pouvoir revenir et l'incitatif est donné aux entreprises pour encourager ces gens à revenir sur le marché. Le deuxième point, ça c'est à plus long terme, c'est évidemment l'immigration. On a une pénurie de main-d'œuvre qui est structurelle dans l'économie canadienne. On l'avait avant la pandémie, ça a été accéléré, envenimé avec la pandémie, ça va toujours être là. Ça passe en grande partie par deux choses. L'immigration, dans le plan du Parti conservateur est de vraiment redonner, de régionaliser les pouvoirs d'immigration parce qu'il n'y a pas... La famille Girardin à Drummondville qui fait ses autobus est évidemment beaucoup mieux placée à savoir ses besoins à Drummondville qui vont être très différents d'une entreprise Bison Transport à Winnipeg. Et on doit s'assurer d'être capable de le faire, d'avoir la flexibilité et de couper la bureaucratie. M. Sainte-Marie avant parlait du monstre du ministère de l'Immigration. Je crois qu'il a tout à fait raison. On a vu les retards, les délais, l'inaction qui existait et puis le red tape qui existe avec le ministère de l'Immigration. On doit obligatoirement arrêter le dédoublement de ces fonctions-là. Le deuxième point, c'est la qualification de la main-d'œuvre. J'ai passé beaucoup de temps en Europe dans ma carrière avant avec des entreprises en Suisse et en Allemagne. La Suisse et l'Allemagne sont des modèles d'entreprise où on est capable de s'assurer qu'une main-d'œuvre qui, pas nécessairement, va aller faire un doctorat en intelligence artificielle, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé, mais avoir une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, très technique, qui est capable de contribuer à améliorer la compétitivité et la productivité de chacune des entreprises. Et ça, c'est un des points très, très forts du plan de relance économique, c'est d'assurer cette qualification de la main-d'œuvre et d'améliorer et de les faire monter sur la chaîne de valeur, de value added pour les manufacturiers qui vont embaucher ces travailleurs au Québec. Peut-être, oui. M. Duhamel, je me permets, la première question, je pense qu'on a fait le tour pour la question de la main-d'œuvre, c'était justement comment on fait pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a parlé de la PCRE, on favorise un retour en emploi, on favorise l'immigration au Québec. Donc, ce que je pense que vous dites, c'est qu'on donne plus de pouvoir au Québec pour gérer l'immigration? Bien, je crois que M. O'Toole s'est prononcé là-dessus, a déjà déclaré qu'on devait, pour l'immigration temporaire, donner plus de pouvoir, c'est-à-dire envoyer les pouvoirs au Québec qui sont beaucoup mieux positionnés pour être capables de régler les problèmes rapidement et enlever les dédoublements qui existent. En ce moment, on doit faire deux formules d'acceptation ou les formulaires pour l'immigration, de s'assurer qu'on ne dédouble pas le travail. Donc, l'objectif, c'est de réduire les délais. Donc, que les gens puissent avoir accès plus facilement aux travailleurs dont ils ont besoin. Excellent. Puis on parle de formation également, donc d'augmenter les transferts en formation pour qu'on puisse en faire davantage au Québec. C'est justement au Québec, c'est le Québec qui est en charge de la formation de sa main-d'œuvre. M. O'Toole s'est commis de s'asseoir dans les 100 premiers jours pour essayer de voir les solutions pour être capable. On a prévu des fonds d'investissement, des fonds dédiés pour la qualification de la main-d'œuvre, pour éduquer. Et puis là, ça va être de travailler avec le Québec pour dire comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on leur laisse, eux, la responsabilité de déployer ces fonds-là. Excellent, excellent, merci. Ça nous amène au deuxième thème, en fait, que vous avez commencé à aborder, la question de la productivité et de la compétitivité. Vous m'avez entendu tout à l'heure, les crises d'impôts à la R&D, on demande de rehausser les taux. C'est vrai pour l'aérospatiale, mais c'est vrai pour d'autres secteurs. L'amortissement accéléré, on aimerait l'étendre à l'ensemble des secteurs d'activité, dont le secteur minier. Il y a beaucoup de programmes qui sont en place au fédéral. Je pense au Strategic Innovation Fund, qui est lourd, qui est complexe. Il y a une lourdeur administrative. Beaucoup de PME n'arrivent pas à accéder à tous les programmes qui se mettent en place au fédéral. Comment vous voyez ça? Ça, c'est un point qu'on voit dans toutes mes rencontres que j'ai eues puis que j'ai expérimenté aussi moi-même quand je travaillais encore. Disons, je travaille maintenant, mais c'est moins bien rémunéré qu'à l'époque. Mais à toutes les interactions qu'on a avec les programmes fédéraux dans les 6 dernières années, tout a été très lourd. On a eu beaucoup de promesses. On a eu beaucoup de nouveaux programmes avec des promesses, avec des montants associés. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui ont été capables d'aller chercher des subventions qui étaient promises. Je donne un exemple dans lequel j'ai été impliqué activement avec certains de mes amis sur une entreprise dans l'aérospatiale. C'est une consolidation d'aérospatiale où on a essayé d'aller chercher
des subventions qui étaient annoncées par M. Champagne, par les libéraux dans le dernier mois et demi, dans l'orgie de subventions qu'on nous a présentées, de promesses. Et puis, ça n'a absolument rien donné. On a été capable de l'avoir dans beaucoup d'autres niveaux de gouvernement, au provincial par exemple, mais au fédéral, il y a une impossibilité, il y a une bureaucratie qui existe qui fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir s'avancer et de pouvoir aller chercher ces subventions-là. C'est caractéristique au cours des 6 ans, c'est-à-dire qu'on a toujours des belles promesses, des belles paroles, mais pour les entrepreneurs du Québec, ça s'est toujours avéré beaucoup trop difficile de le faire, dont la plupart, maintenant, ce que j'ai remarqué, ne font juste même pas essayer d'aller chercher ce qui leur est dû. Alors, on fait ça comment? On simplifie, on réduit la paperasse? Comment dans le fond, votre parti compte appuyer les entreprises, les PME pour avoir un meilleur accès, dans le fond? Un très bel exemple de ça est annoncé justement aujourd'hui par M. O'Toole. On a créé une banque d'infrastructure d'investissement pour le Canada. On a créé une banque où les libéraux ont annoncé à grande pompe que la banque d'infrastructure va investir 35 milliards au cours des 6 années. La banque d'infrastructure de M. Trudeau a investi 4 milliards en 6 ans. C'est le genre d'exemple de bureaucratie qu'on met par-dessus des bureaucraties qui font qu'on perd en efficacité comme gouvernement. Les libéraux ont mis en place des infrastructures qui font que c'est extrêmement difficile de pouvoir aller chercher des investissements ou pouvoir créer des investissements structurants pour le Canada. M. O'Toole annonce aujourd'hui qu'il cancellerait la Banque d'infrastructure canadienne. Parfait. Merci. Ça m'amène peut-être une question au niveau des exportations. Vous l'avez vu dans nos priorités. Bien sûr, le secteur manufacturier québécois est responsable de la plupart des exportations. On est très dépendant envers le marché américain. J'ai envie de dire on est dépendant, mais c'est un très grand marché pour nous aussi. Comment vous comptez accroître le libre-échange, les exportations? Et dans la même bulle, je parlerai aussi d'anti-dumping. Donc, on a plusieurs partenaires commerciaux qui font du dumping ici dans certains secteurs prioritaires. Quelle est votre vision à ce niveau-là? Bien, la vision des conservateurs a toujours été très libre-échangiste. Il faut s'entendre que c'est quand même Mulroney qui a mis en place l'accord du libre-échange initial dans les années 80, d'ailleurs très controversé à l'époque. C'est M. Harper qui a mis en place l'accord de libre-échange avec la Communauté économique européenne. C'est M. Harper qui a mis l'accord de libre-échange avec la TPP. Un accord de libre-échange permet de créer les avenues pour simplifier les exportations. C'est sûr qu'à chaque fois, on doit avoir des exceptions. On a des industries ici au Canada qu'on veut protéger. Il y a des industries aux États-Unis que les Américains veulent protéger. Et c'est vraiment de manipuler, de travailler autour. Les conservateurs, M. O'Toole est exactement dans la même ligne de pensée, libre-échangiste. Je suis un résultat de quelqu'un qui a travaillé à l'international, qui est extrêmement sensible avec des accords de libre-échange. Et la force des accords de libre-échange est d'essayer de diminuer au maximum les obstacles qui nous ont mis dans les roues, soit par des gouvernements locaux aux États-Unis ou en Europe, ou souvent par des intérêts nationaux. C'est le rôle d'un gouvernement, surtout un gouvernement conservateur, de s'avancer et vraiment de faire la promotion, de diminuer ce genre d'obstacles-là. Et au niveau de tout ce qui touche l'anti-dumping, donc je réitère, là, je pense qu'autour de la table, on a tous des gens qui sont pro-libre-échange. On en bénéficie tous. Comment on gère ça? On a certains partenaires commerciaux qu'on pourrait accuser de pratiques déloyales. C'est excessivement complexe. Quelle est votre vision à ce niveau-là? Bien, la première partie de ça, c'est de développer des bonnes relations avec nos partenaires commerciaux. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, dans les 6 dernières années, on ne peut pas dire qu'en aucun endroit, on a développé des bonnes relations avec nos partenaires commerciaux. Ça a été un labeur assez ardu dans ce cas-là. Évidemment, un parti conservateur va s'y mettre le plus rapidement possible pour essayer de développer des relations qui vont nous permettre d'éviter ce genre de problème-là. Parfait, merci. Une dernière question. Une dernière, et ça va toucher la carboneutralité. Alors, le gouvernement fédéral a pris des engagements. M. O'Toole a présenté sa vision de la situation. On a quand même des grands industriels qui ont pris des engagements carboneutres aussi d'ici 2050. Beaucoup d'entreprises dont les sièges sociaux sont en Europe. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est en branle. Comment vous comptez, vous êtes élu le 20 septembre, comment vous comptez gérer cette situation-là? Quelle est votre vision pour les industriels et pour les manufacturiers? En effet, il y a un très, très grand mouvement. On le voit, le mouvement d'où je viens, du côté des investisseurs, par exemple, un mouvement qui fait que les entreprises qui adhèrent le plus à ça
vont probablement voir leur coût de capital diminuer au cours des années prochaines. Il faut quand même faire attention dans un environnement de transition vers une économie propre, de faire la transition sans affecter ou sans coûter énormément des jobs des travailleurs et travailleuses, des manufacturiers, et faire une transition qui est quand même assez solide. Les libéraux ont parlé des 6 dernières années, des objectifs de l'accord de Paris qu'ils allaient respecter. Ils n'ont respecté sur aucune des années, ont-ils réussi à diminuer les gaz à effet de serre dans lesquels ils allaient combattre. On a mis en place un plan, M. O'Toole a mis en place le plan de carboneutralité, de dire, premièrement, allons atteindre les objectifs de Paris, qui sont atteignables. On a mis en place une série de mesures pour nous permettre de s'y rendre, une série de mesures aussi qui permet à chacun de faire les choix qui doivent être faits pour être capable de l'atteindre dans l'ensemble de l'économie canadienne. Pas juste les manufacturiers, pas juste les industries, pas juste le pétrole, mais tout le monde est capable de contribuer à se rendre à un niveau de carboneutralité. Une fois qu'on va avoir atteint les objectifs de Paris, on va se mettre après ça pour atteindre la carboneutralité qu'on doit faire pour 2050. Mais commençons d'abord à rencontrer les objectifs et de montrer des résultats où on est capable de le faire pour le Canada dans son ensemble. Excellent. Mais écoutez, on arrive déjà à la fin, M. Duhamel. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai envie de vous souhaiter bonne chance. Bravo aussi pour votre engagement. Je présume que ça ne doit pas être évident de quitter le secteur privé et de se lancer en politique comme vous l'avez fait. Alors, bonne chance pour les 2 prochaines semaines. Merci d'avoir été. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, écoutez, on poursuit. On est rendu à notre 3e candidat, M. Benoît Bourassa, candidat pour le nouveau Parti démocratique. Je le présente à l'instant. Alors, M. Bourassa est assembleur chez Airbus, anciennement Bombardier Aéronautique, depuis 26 ans. En 2014, il a été élu comme délégué syndical et plusieurs responsabilités lui ont été ensuite attribuées. Il est ambassadeur et membre du comité d'attribution des fonds pour Centraide Laurentide. Il est sur le CA de la Maison Oxygène de Saint-Jérôme. Il a aussi été président et bénévole pour le comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Bourassa, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour à tout le monde. Écoutez, c'est ça. Écoutez, moi, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de bâtir des avions sur le plancher à Airbus. Et oui, je suis délégué syndical. Peut-être que je ne me fais pas beaucoup d'amis, mais bon, il faut avoir les 2 côtés de la médaille quand même. Fait que, écoutez, allez-y avec vos questions. Excellent. Écoutez, merci d'être avec nous. La première, qui était la même pour les autres, peut-être nous parler de votre vision votre vision économique et le rôle que le secteur manufacturier peut jouer pour la relance. Bien, c'est sûr et certain que la pandémie nous a permis d'observer que le secteur manufacturier, je veux dire, il faut que ça revienne au cœur de l'économie du pays. La difficulté qu'on a eue d'avoir des équipements de protection individuelle, les vaccins, etc., nous a démontré qu'on était vraiment beaucoup trop dépendant de ce qui vient de l'étranger. Évidemment, ça, c'est tout suite à des décisions prises par les libéraux et les conservateurs dans les dernières années. On doit absolument reconstruire notre capacité de production nationale, et ce, dans plusieurs domaines. Une transition vers une économie verte est une occasion en or de devenir un leader mondial en matière de lutte contre les changements climatiques. Il faut mettre au profit des secteurs clés de notre secteur manufacturier et produire des composantes novatrices ici, nécessaires à la lutte contre la crise du climat. En produisant local, on aide nos collectivités et on construit des pôles d'excellence d'avenir et en plus, on aide l'environnement. Évidemment, en pleine crise climatique, il faut investir dans nos travailleurs, s'assurer qu'ils peuvent faire partie prenante de la nouvelle économie. Il faut utiliser leurs capacités en leur permettant de se réorienter de sorte à pouvoir utiliser leur aptitude pour lutter contre la crise climatique. Des programmes de formation qu'on pourrait développer en partenariat avec le provincial en seraient la clé, ça serait incroyable. Malheureusement encore, il y a trop d'entreprises au pays qui profitent pour délocaliser des emplois ailleurs dans le monde, et ça au détriment des travailleurs canadiens. Un gouvernement néo-démocrate s'assurera de maintenir des emplois au pays et en imposant des normes strictes en matière d'utilisation de produits d'origine canadienne pour tout projet d'infrastructure majeur au pays.
Le NPD a toujours été là en tant que tel pour les travailleurs et les PME, puis on va continuer de le faire comme d'habitude. Merci. En fait, puis je vais commencer par la pénurie de main-d'œuvre, que je présume que vous avez connu, que vous avez côtoyé en tant que travailleur essentiellement. Je l'ai mentionné, au Québec, on a 20 000 postes vacants. C'est la province qui a le plus de postes vacants à travers le Canada dans le secteur manufacturier. C'est un enjeu à Montréal, mais c'est un enjeu dans les centres, en région. Le marché de l'emploi est excessivement serré. Beaucoup ont décrié la PCRE et la PCU dans la relance au cours de la dernière année et demie comme étant des mesures qui n'ont pas favorisé un retour en emploi. Donc, la pénurie était là avant, et c'est encore pire aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que vous proposez dans votre plateforme pour pouvoir contrer la pénurie de main-d'œuvre, particulièrement au Québec? Il faut regarder quand même qu'il y a des secteurs qui ont encore besoin de la PCRE, puis je ne pense pas que 1 250 $ par mois, tu peux vivre grassement de ça à tous les mois. Fait que oui, il y a possiblement des gens qui sont encore là-dessus parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais la majorité des gens sont là-dessus. Écoute, c'est vraiment parce qu'ils en ont besoin. Le NPD, ce qu'il suggère en tant que tel, c'est une prime à la réembauche qui aiderait à payer les entrepreneurs ou les entreprises plutôt l'assurance emploi et les régimes de retraite. Ça paierait cette prime-là en tant que tel. Évidemment, c'est sûr et certain que des meilleurs emplois et des meilleures conditions vont attirer plus d'employés. Fait qu'on le voit très bien, les entreprises, généralement, qui offrent un meilleur salaire ou des meilleures conditions vont attirer plus d'employés vers eux autres. Évidemment, la main-d'œuvre, je vais ramener ce qu'on parlait, les deux autres candidats aussi avant. Écoutez, il y a au-dessus de 50 000 dossiers qui ne sont pas encore réglés chez Immigration Canada. Ça bloque. Il faut absolument qu'il y ait un leadership qui se fasse réinstaurer là parce que clairement, les libéraux sont incapables de fournir et on le voit présentement. Et comme vous disiez, bien, effectivement, la crise de main-d'œuvre va juste s'accentuer jusqu'en 2025 environ, à ce qu'on dit. Effectivement. Est-ce que, là, je reprends ce que vous avez dit, je trouve ça intéressant, la prime. Dans le fond, c'est une prime qui serait payée à l'employeur pour pouvoir… OK, excellent. Et quand on parle d'assurance chômage, il y a une réforme qui s'en vient au niveau de l'assurance emploi, en fait. Nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre des incitatifs pour un retour à l'emploi. Donc, quelqu'un qui se retrouve sans emploi, qui a une obligation de formation, qui a différents incitatifs, on peut être créatif pour favoriser le retour, puis s'assurer aussi qu'il soit prêt pour le retour en emploi. Comment vous voyez ça? Bien, absolument, il faut faire ça et surtout avec la crise climatique et tout, il faut surtout s'assurer que les gens, exemple dans le pétrole présentement, qui puissent faire une transition vers d'autres programmes de plus portants d'avenir, l'électricité, les véhicules électriques ou l'intelligence artificielle et tout et tout. Fait qu'il faut absolument les accompagner là-dedans. Excellent, merci. Ça nous amène à la prochaine question. Quand on parle de formation de transition, au niveau du secteur manufacturier, il y a un virage qui se prend. On parle du virage 4.0. On veut investir, on veut que les manufacturiers investissent davantage dans l'intégration de nouvelles technologies pour que ce soit plus productif, compétitif. J'ai parlé tout à l'heure de crise d'impôt. J'ai parlé de mesures fiscales surtout pour stimuler l'investissement. Qu'est-ce que votre parti propose à ce niveau-là? Vous voulez dire pour les investissements pour les nouvelles technologies? Exactement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises investissent davantage dans l'intégration de robots? On parle de numérisation des entreprises. Bien, c'est sûr qu'on va les encourager là-dedans, on va les accompagner au maximum. Je veux dire, on n'a pas le choix. Comme je vous disais, de toute façon, avec les nouveaux emplois qui s'en viennent, c'est tous des emplois comme ça. C'est tous des nouveaux emplois de nouvelles technologies. Fait qu'il faut absolument les encourager là-dedans. Est-ce que votre parti est favorable à davantage de mesures fiscales pour pouvoir justement stimuler l'investissement dans le programme? Absolument, oui, c'est sûr et certain. On n'a pas le choix. Si on veut, puis en plus, on s'en va encore là vers l'environnement, il faut encourager les entreprises à avoir des incitatifs comme ça pour pouvoir aller vers l'avenir. Excellent. Alors, on y va sur la question de l'environnement et de la carboneutralité. Je le mentionnais tout à l'heure, le gouvernement fédéral a pris des engagements. On voit que les grands donneurs d'ordre, les grandes filiales d'entreprises étrangères, mais aussi les entreprises d'ici, les sièges sociaux sont ici, ont pris des engagements carboneutres. Et ça implique nécessairement que tous leurs fournisseurs et la chaîne d'appro, dont plusieurs sont autour de la table aujourd'hui, vont devoir également prendre des engagements. Alors là, on est dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre, c'est le plus grand défi. On a beaucoup d'enjeux, puis on rajoute celui-là de la carboneutralité. Comment est-ce qu'on aide les manufacturiers à prendre ce virage-là et s'assurer qu'on puisse suivre, en fait? Bien, dans le fond, tout ce qu'on veut faire, c'est prendre les libéraux et privilégier le retour sur l'investissement pour leurs partenaires privés, mais pas exclusivement la lutte à la crise climatique. Les 38 milliards de la banque seront simplement transférés dans notre nouvelle banque de climat. C'est sûr et certain qu'au bout de la ligne, il faut vraiment y aller vers le climat, évidemment. Avec l'été qu'on vient de vivre présentement, c'est
C'est ça qui est très important à s'occuper. C'est de plus en plus pressant, on le voit, avec les feux de forêt qu'il y a eu dans l'Ouest canadien. Fait que oui, il faut absolument aider les entrepreneurs avec ça. Au niveau de, si on fait le lien avec l'exportation maintenant, on parle d'accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, certains vont dire que ça bénéficie à nos entreprises. Je sais que la vision de notre parti est peut-être différente. Beaucoup des gens qui sont autour de la table sont pro-libre-échange, sont très dépendants des marchés extérieurs. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bien, évidemment, les grands oubliés, malheureusement, dans ces accords-là, c'est souvent les employés. On va souvent penser aux entrepreneurs en tant que tels. Fait que c'est sûr que oui, on veut aller vers le libre-échange, absolument, on a besoin. Avec les États-Unis comme voisins, on n'a vraiment pas le choix, il faut encourager ça. Mais il faut aussi regarder pour ne pas que les employés soient abandonnés sur le côté. Et on fait ça comment? Qu'est-ce qu'on peut faire différent, dans le fond? Bien, écoutez, c'est peut-être d'intégrer en tant que tel tous les joueurs quand on parle en tant que tel d'un nouveau contrat ou de libre-échange. Ce n'est pas juste de mettre juste les gens à la table ou le patronal, il faut peut-être inclure et les syndicats et les employés en tant que tel pour que ça soit juste pour tout le monde. Excellent. Je fais le lien. J'ai une question ici qui m'avait été posée, puis je me permets de vous la ramener. Je vais juste m'assurer que j'ai la difficulté à la retrouver dans mon chat. Elle était pertinente. Donnez-moi un petit instant. OK. Et ça m'amène en fait, je vais y aller avec ma question sur l'approvisionnement local, puis je vais vous amener sur celle-là par la suite. Dans le contexte de la pandémie, beaucoup d'entreprises, encore une fois, on est pro-libre-échange, mais beaucoup d'entreprises se sont dit que les gouvernements, tant provinciaux que fédéraux, pourraient faire davantage pour augmenter leur part d'achat à partir de produits fabriqués ici. On veut s'assurer d'avoir accès aux mêmes règles que dans d'autres pays avec qui on est en compétition. Quelle est votre vision sur les politiques d'approvisionnement local? Comment on peut favoriser davantage de contenu canadien? Ce que le NPD suggère en tant que tel par rapport à ça, c'est de dire que tout ce qui va être contrat fédéral en tant que tel va de faire travailler des gens d'ici et prendre des matières d'ici. Quand on voit des choses qui ont été construites et qu'on prend des matières ailleurs, je veux dire, ça n'a juste pas de sens. Comme les candidats conservateurs parlaient tantôt, ça n'a juste pas de sens de prendre des matières ailleurs quand on les a ici et qu'en plus, on pourrait faire travailler des gens d'ici. Excellent. Alors, la question qui m'était posée, c'est en lien avec l'acier canadien. Par exemple, je pense que c'est un bel exemple. On pourrait effectivement, dans différentes politiques d'approvisionnement public, demander à ce qu'il y ait un contenu local, notamment dans ce secteur-là. Et absolument. En plus, ça rejoint l'environnement. Si on garde ça local, on ne fait pas venir ça de la Chine, bien, je crois qu'on aide au bout de la ligne au but de préserver le climat le plus possible. Monsieur Bourassa, vous sortez du secteur de l'aérospatial au cours des dernières années. Vous y êtes encore. C'est bien. Au cours des dernières années, le secteur a rencontré plusieurs défis, particulièrement depuis 1 an et demi avec la pandémie. On a parfois reproché au gouvernement fédéral de ne pas faire assez pour ce secteur-là ou pour faire assez pour certains piliers industriels. Et nous, ce qu'on demandait dans nos recommandations, c'est que le gouvernement fédéral mette en place une stratégie industrielle pour avoir une vision 360 sur l'ensemble des secteurs d'activité, déterminer les secteurs qui sont essentiels, névralgiques pour qu'on puisse investir, gérer le risque. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est sûr, et moi-même faisant partie de certaines négociations qu'il y a déjà eu avec mon syndicat pour un accord pan-canadien sur l'aéronautique, ça n'a juste pas de sens aujourd'hui qu'en 2021, on est le seul pays de l'OCDE qui a une grande grappe de l'aéronautique puis qui n'a absolument rien en fait d'entente. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une crise en aéronautique, et je l'ai vécu personnellement, je vois beaucoup de mes amis qui ont perdu leur emploi ces dernières années. Et ce n'est pas quelque chose qui est très plaisant à voir des gens perdre des bons emplois comme ça, c'est incroyable. Et de savoir que s'il y avait eu une entente pan-canadienne par rapport à l'aéronautique, on ne serait pas là aujourd'hui avec Bombardier. Bombardier qui se relève de peine et de misère et on ne sait pas trop ce que l'avenir lui réserve. Airbus, ça va bien, mais je veux dire, qui sait, il faudrait quand même se battre sur le même niveau que les autres compagnies aéronautiques à travers le monde. Excellent. On a parlé tout à l'heure des mesures, la PCRE et autres. Vous avez dit qu'il y a encore des gens qui en ont besoin. Il y a une question qui m'avait été amenée plus tôt que je n'ai pas eu la chance de poser aux 2 autres candidats. Certains apprécient les aides qui sont en place et d'autres déplorent le fait qu'il y a trop d'aide qui est mise sur la table, que le gouvernement fédéral dépense trop et que ce serait peut-être le temps de couper dans ces aides aux entreprises. Quelle est votre vision sur ce point-là? Comme je vous dis, il y a surtout la culture et la restauration. Bien, la restauration peut-être moins, mais la culture, c'est vraiment un
pan qui aurait encore besoin de ces aides-là. Puis comme je vous disais tantôt, bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui habite à Montréal, là, mais quand on fait 1 250 $ par mois, tu as payé ton loyer, ta bouffe en tant que telle, il ne t'en reste plus beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a autant de gens qu'on peut croire. Et pour avoir lu des articles là, dans les journaux dans les derniers mois, je ne pense pas que c'est autant, on dit les jeunes ne veulent pas travailler ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que c'est autant ça que finalement, c'est que c'est peut-être les emplois en particulier qui ne sont peut-être pas très alléchants. Mon propos était plus au niveau des aides qui sont disponibles pour les entreprises, mais je vais quand même faire du pouce sur ce que vous dites. En secteur manufacturier, le salaire moyen est de 28 $ de l'heure. Alors, c'est sûr que ça varie d'une région à l'autre, du type de poste, mais les commentaires que nous, on reçoit des employeurs qui sont autour de la table, c'est que recruter présentement, c'est comme pêcher dans un lac vide. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui se présente, on augmente les salaires. Je vois des gens qui ont participé à notre tournée de consultation sur la pénurie de main-d'œuvre. Les gens affichent, ils peuvent rester des mois, 1 an, surtout pour des postes plus spécialisés. Alors, ce n'est pas tant un enjeu de salaire que de disponibilité de la main-d'œuvre. Comment on fait pour le ramener davantage? Comment on fait pour grossir ce bassin-là? Effectivement, ce qu'on parlait tantôt, l'immigration, c'est un grand point. Si on parle de 50 000 dossiers qui sont encore bloqués au gouvernement de l'immigration, je crois qu'on vient d'aller chercher une bonne partie des employés qu'on a besoin là, en tant que tel. Peut-être des incitatifs aux gens d'aller travailler un peu plus. Le PCRE ne sera pas éternel à un moment donné. On va voir au bout de la ligne si c'est vraiment ça qui empêche les jeunes d'aller travailler ou pas. Je crois qu'on risque d'avoir des surprises, mais bon, c'est mon opinion personnelle. Mais je pense que c'est un peu ça. Donc, d'augmenter les seuils d'immigration, favoriser un retour au travail. On a parlé des délais aussi. Un peu plus tôt avec le Parti conservateur et le Bloc également, on parlait de donner davantage de pouvoir au niveau du Québec pour pouvoir réduire les délais. Au niveau du NPD, on parle plutôt de centraliser le pouvoir pour réduire les délais? Oui, absolument, mais c'est du moins de changer ça en tant que tel, la manière que ça fonctionne présentement, parce que clairement, ça ne fonctionne pas. Parce que ça ne roule pas. Le dédoublement des services, dédoublement de paperasse, ça ne fonctionne juste pas. Là. Excellent. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je salue votre engagement d'avoir fait le saut en politique. Merci beaucoup. C'était mon ligne de feu aujourd'hui, fait que soyez Tout à fait. Merci honnêtement d'avoir été là. Bonne chance pour la suite de la campagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, écoutez, on se prépare à recevoir la ministre Joly. Elle a quelques minutes je regarde mon téléphone en même temps parce que je communiquais avec son équipe pour voir si elle se joignait à nous. Alors, le fait qu'on soit rendu à elle, je pense que ça va mettre un petit peu plus de pression pour qu'elle arrive rapidement, qu'elle se joigne à notre conversation. Je vois qu'elle est à l'écran, mais je pense qu'elle n'est pas encore connectée. Alors, écoutez, j'ai eu beaucoup de questions. J'ai tenté d'y répondre, de les rediriger vers nos candidats le plus possible. Je vous dirais que s'il y a certaines d'entre elles, je ne peux pas tous les voir, que vous souhaiteriez que j'amène à Mélanie Joly, il me fera plaisir de le faire. On va faire un tour de table avec elle, dès qu'elle se joint à nous. Alors, dans les quelques instants qui nous restent avant son arrivée, je vous fais merci pour les messages de support que je reçois sur le chat. Alors, écoutez, je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil. Je pense que Marie-Ève a mis sur le chat et on peut peut-être leur remettre le message, la plateforme électorale, les 4 priorités. Il reste quand même 2 semaines à la campagne. Chaque parti a présenté leur plateforme, les libéraux aujourd'hui. J'espère que Mélanie va pouvoir nous en parler davantage. Mais il reste 2 semaines. Alors, mon point est le suivant. Vous avez 4 grandes priorités qui vous rejoignent tous d'une façon ou d'une autre, la pénurie de main-d'œuvre, les exportations, l'approvisionnement local, la carboneutralité. Moi, je vous encourage à en parler avec vos candidats dans votre région. Plus on est à parler du secteur manufacturier, plus ça va devenir un point important pour les différents candidats et éventuellement pour le gouvernement. Depuis 2015, je vous dirais que c'est vraiment dans la dernière année et demie qu'on a vu un changement puis que le secteur manufacturier a pris davantage d'importance dans les différents discours du gouvernement, mais des partis également, parce qu'on a été là pendant la crise. On était un acteur incontournable pour produire les produits essentiels dont on avait besoin. Plusieurs d'entre vous s'est transformés et mis à produire différents produits qui étaient essentiels. Alors, pour moi, il y a vraiment un timing, une opportunité de mieux positionner le secteur manufacturier au Québec, mais au Canada, et s'assurer de développer un véritable partenariat avec le gouvernement pour pouvoir répondre à nos enjeux. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les demandes qui sont là sont récurrentes, vous le savez, ce n'est pas des nouvelles demandes. J'ai vraiment l'impression qu'on a plus d'écoute maintenant qu'on en avait quelques années et nous, on porte le message, mais c'est jamais aussi fort que quand vous le faites.
Alors, je vous invite à partager nos priorités sur vos médias sociaux, à en parler avec les candidats. Encore une fois, plus on est à en parler, plus on sera en mesure d'apporter un changement. Alors là, écoutez, j'ai vraiment fait le tour de ce que je peux vous dire en attendant que Mme Joly se joigne à nous. Je vais juste peut-être demander à son équipe de nous indiquer dans combien de temps elle pourra arriver parce qu'ils sont en ligne avec nous. Je m'excuse pour le petit délai. Est-ce que c'est possible de prendre une pause de 5 minutes? On a un petit peu d'avance sur l'horaire. Une pause de 5 minutes? Bien, en fait, on va vous attendre 5 minutes, mais ce que je vais peut-être faire, parce que je ne vais pas perdre tout le monde, c'est que ceux qui sont en ligne avec nous, je vais vous inviter peut-être à lever la main, ceux qui ont du feedback, des commentaires sur ce qui a été entendu jusqu'à présent. Ça va me prendre un premier qui brise la glace. Alors, si j'ai personne qui parle, je vais me permettre de choisir un membre que je connais. Alors, je vais y aller. Je me lance. Je vais commencer. François Caron. C'est sur la première page de mon écran. J'aimerais ça t'entendre. Commentaires. Est-ce que tu m'entends, Véronique? Absolument. Bonjour, François. Bonjour, bon après-midi à tous. Moi, c'est sûr et certain, dans notre région, centre du Québec, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre qui est plus que présente, je dirais encore plus présente là, depuis le mois de juillet. Puis c'est sûr, j'ai un peu de misère à me faire une idée, comment nos gens, comment nos politiciens vont réussir à désengorger cette problématique-là, parce que c'est pas en dedans de 6 mois, 1 an qu'on va s'en sortir. Puis présentement, ça nous cause de gros problèmes là, au niveau manufacturier là, pour notre part à nous. Il y a un paquet de choses aussi au niveau de l'immigration, demandeurs d'asile aussi là, qui rentrent au Canada, qui ne rentrent plus là, depuis le début de la pandémie. Mais présentement, là, on commence à avoir la problématique là, au niveau là, justement là, du travail au noir, qui est de plus en plus présente. Là, puis j'ai comme un peu de misère là, à saisir là, tout ce qui se passe, là, puis avec comment que nos politiciens vont faire pour désengorger le tout, remettre le tout dans le fond, dans le droit chemin, puis pour nous permettre là, de sortir de cette impasse-là. Là. François, peut-être un point que tu m'as soulevé tout récemment qui est pertinent, puis nos candidats sont encore là, puis ils nous écoutent, c'est la notion des travailleurs étrangers temporaires qui ont maintenant des permis ouverts. Ouais. Donc, on investit 10 000, 12 000, 15 000 par travailleur pour les faire venir ici au Québec. Ouais. Maintenant, ils ont la possibilité de quitter pour aller travailler pour un autre employeur. C'est en plein ça. Là. La politique, j'oublie son nom, malheureusement. Je ne suis pas à mon bureau, je suis dans une autre entreprise qu'on est en train de démarrer. Malheureusement, je n'ai pas les mots parfaits là, pour parler de ça. Mais oui, là, nous, on a fait venir là, environ 120 travailleurs étrangers. Puis là-dessus, on a environ une vingtaine là, qui sont partis pour aller travailler ailleurs, dans d'autres régions. Même des gens qui sont partis travailler au noir parce qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop d'impôts, genre de choses comme ça. Fait que, on n'a pas de support, on n'a pas de soutien, on n'a pas de référence. Au niveau immigration, on a écrit des lettres même là, au ministère de l'Immigration, puis on s'est fait revirer là, carrément là, du revers de la main. Puis, j'ai bien hâte de voir là, de quelle manière qu'on va sortir de ça, parce que personnellement, là, c'est qu'on est quasiment même rendu à voir, là, à réduire les opérations, puis peut-être même vendre ou fermer, là, parce que ça devient non gérable. François, merci beaucoup d'avoir partagé. C'était très spécifique, mais en fait, ça rejoint beaucoup d'entreprises partout à travers le Québec qui vivent le même enjeu. Fait que je suis contente que tu aies eu la chance de le partager. J'irai peut-être maintenant du côté de M. Brunel, Alain Brunel, de Merci Ambulance. Bon après-midi. Le sujet, là, c'est surtout l'empreinte carboneutre, là, parce que ça en est une des priorités des manufacturiers. C'est aussi dans le discours de tous les politiciens qui se présentent, parce que c'est comme le fun d'en parler. Mais il n'y a pas un département ou, je dirais, un gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, qui a vraiment compris l'ampleur du problème. Puis nous autres, on est en train de développer une ambulance électrique, prendre cet exemple-là. Mais nous autres, avant, on vendait des véhicules. Là, il faut vendre un système avec le système de recharge.
puis les gouvernements sont donnés des cibles, autant fédérales que provinciales, mais il y a des chasses gardées. Alors qu'il faut le regarder, il faudrait penser à une refonte structurelle de tous les systèmes. Si on prend un exemple banal que vous allez me dire, le gouvernement provincial encourage des véhicules électriques, mais dans les individus, au niveau d'impôts, les frais pour les autos sont au même niveau qu'un véhicule au gaz. Fait qu'il n'y a pas un projet, autant provincial qu'au fédéral, qui regarde l'ensemble à travers de tous les ministères. Autant au niveau ministère de l'économie, de l'environnement, des services sociaux, les hôpitaux. Il n'y a pas personne qui regarde le problème au niveau de tous les ministères et dire c'est ça qu'on va faire. Chacun des ministères a leur stratégie, c'est des silos qui ne communiquent pas. Nous autres, au Québec, on essaie juste d'avoir une subvention pour les ambulances comme les autobus ont, mais là, on se fait barouetter entre le ministère du Transport, de l'Environnement, de l'Économie et de la Santé. Je pense que c'est un challenge au niveau fédéral aussi, dire non seulement comment on enligne les ministères au fédéral, mais comment on enligne les provinces et les ministères des provinces. Parce que juste de dire qu'on va monter puis on va avoir 30 de nos véhicules vendus en 2030 électriques, s'il n'y a pas une pensée globale, ça n'arrivera pas. Excellent. Merci beaucoup. Ça revient à la notion de la vision globale, une vision 360 du secteur et de ses enjeux. J'irai peut-être, je poursuis, Hugo Damour, Cascade. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Peut-être juste un petit mot sur la PCRE. Là. Nous, on a des enjeux, comme plusieurs, en fait, comme la majorité d'entre vous, j'imagine, très, très criants sur le plan de la main-d'œuvre. On est dans une vingtaine d'États américains. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral il a relaxé, en quelque sorte, les mesures d'aide aux travailleurs, ce qui a forcé beaucoup de gens à retourner sur le marché du travail. On a vu un effet instantané chez nous. Ça a été vraiment, là, on a vu une différence. Ça ne règle pas l'enjeu de fond de la pénurie de main-d'œuvre, mais ça nous a donné un peu d'air dans la tank, si je peux m'exprimer ainsi. Au début du mois dernier, j'entendais un candidat dire qu'il y avait peut-être 25 000 Québécois sur la PCRE. Au début du mois dernier, c'est 128 000, le chiffre du gouvernement fédéral. 128 000 Québécois qui est encore sur la PCRE. Alors que nous, on est obligé de fermer des lignes de production faute de travailleurs. Puis éventuellement, peut-être des usines faute de travailleurs. Alors, moi, j'aurais aimé ça, peut-être entendre les candidats, savoir qu'est-ce qu'ils font le lendemain d'élection. Parce que là, on a toujours repoussé, on a changé le nom, c'était la PCU, PCRE, tout ça. On ne réglera pas le problème de la pénurie de main-d'œuvre avec ça, mais on peut peut-être redonner un peu d'air au marché du travail et en tout cas atténuer un peu les effets de la pénurie de la main-d'œuvre, disons, en mettant fin à ces programmes-là. Excellent, merci Hugo. Ça représente en fait les commentaires que l'on a reçus de manufacturiers partout à travers le Québec. Merci. Je poursuis avec Joanna Poshowers de MDA. Joanna, bonjour. Trouver mon bouton. Bonjour. On partage les enjeux dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Alors, plutôt que de reparler de ça, je voudrais juste ramener un petit point qui est particulier pour l'industrie spatiale, dont je représente ici MDA, qui est peut-être vrai aussi pour d'autres industries aussi. On a quand même une technologie qui est assez spécialisée. Et puis, l'enjeu qui est difficile pour nous, c'est les projets étatiques sont des super moteurs pour développer la technologie puis développer les cerveaux qu'il faut pour alimenter des exportations et des développements commerciaux. Et puis, l'enjeu, c'est que souvent, c'est un regard par projet qui est utilisé par le gouvernement et non pas un point de vue à long terme qui permet de garder cette main-d'œuvre-là pendant longtemps. Donc, l'idée de regarder le domaine spatial, ça s'applique peut-être à d'autres domaines aussi, de façon plus long terme, pas juste avec des projets spécifiques qui sont, par exemple, le bras canadien qui peut faire une période de 10 ans ou bien les satellites radars qui font des périodes de 10 ans, mais regarder vraiment le spatial sur une période plus longue où on peut, à ce moment-là, garder la main-d'œuvre, la garder à l'affût
et puis garder cette connaissance au Québec, au Canada. Donc, c'est peut-être l'ajout de regarder les projets sur un plus long terme pour pouvoir vraiment développer de la main-d'œuvre spécialisée comme dans notre domaine. Joanna, merci. Ça rejoint un peu je reviens là, à la stratégie industrielle, mais c'est un peu ça. Quels sont les secteurs prioritaires, névralgiques, où est-ce qu'on doit investir, d'avoir une vision à long terme plutôt que d'y aller à la pièce avec différentes mesures, puis qui éventuellement font en sorte qu'il y a une incohérence dans ce qui a été mis en place. Alors, merci. Écoutez, on me dit que Mélanie Joly s'est jointe à nous. Alors, la caméra est toujours fermée. On me dit qu'elle est arrivée. Alors, donnez-moi quelques instants, puis je vous remercie de votre patience et de votre participation. Alors, on a vu aujourd'hui que le Parti libéral a déposé sa plateforme. Elle va certainement pouvoir nous en parler quelques minutes. Puis, écoutez, on va s'engager à terminer à l'heure comme prévu à 13h30. Madame Joly, qui est candidate dans le comté de Canisic-Cartierville. Madame Joly, bonjour. Bonjour Véronique. Désolée du petit délai. Je sors d'un débat dans ma circonscription au Cégep André Grasset. Alors, je vous parle en direct d'un bureau de professeur, donc à André Grasset. Alors, Mélanie, merci d'être là. Je vais me permettre de passer à la présentation formelle. Je pense que tous vous connaissent de par vos fonctions. Vous avez, je l'ai mentionné plusieurs fois, avez été très présente pendant la pandémie pour défendre les intérêts économiques du Québec. On l'a beaucoup apprécié. Merci. Maintenant, on est en élection. Oui. On a eu la chance d'entendre 3 candidats précédemment du Bloc québécois, du NPD, du Parti conservateur. Et aujourd'hui, votre chef a lancé la plateforme. Alors, peut-être dans un premier temps, nous parler brièvement de votre vision pour le futur de l'économie et du rôle du secteur manufacturier. Bien, merci Véronique. En effet, on a eu l'occasion de travailler beaucoup dans les 17 derniers mois parce qu'on sait à quel point le secteur manufacturier tantôt était au front pour vraiment aider dans cet effort de guerre pour être en mesure de contrer la pandémie, la crise économique, que ce soit au niveau des respirateurs qui ont été produits, que ce soit au niveau des visières, des masques. Bref, merci à toutes et toutes à tous et toutes qui ont été impliqués. Et en même temps, on sait à quel point les manufacturiers exportateurs sont si importants au niveau de notre base industrielle au Canada. Donc, la vision du Parti libéral du Canada, c'est essentiellement de faire en sorte de contrer la crise sanitaire pour être en mesure, par la suite, de relancer l'économie. Notre plan a toujours été clair, 3 priorités, protéger la santé des gens, s'assurer qu'on offre un filet social et par la suite être en mesure d'aider les entreprises à passer à travers la crise en conservant leurs emplois, d'où la subvention salariale, l'aide au loyer, etc. Maintenant, je tiens à revenir sur le lien entre la crise sanitaire et la crise économique. Écoutez, on est un des pays les plus vaccinés au monde. On ne peut pas penser qu'on va être en mesure de s'en sortir et éviter d'autres confinements si on n'augmente pas notre taux de vaccination, si on ne rend pas la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux, pour ceux qui prennent le train, ceux qui prennent, dans le fond, l'avion. Bref, si on ne fait pas en sorte de mettre en place un passeport vaccinal, parce qu'au final, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir cette espèce d'immunité collective qui est si importante pour atteindre justement l'objectif d'avoir fini avec cette pandémie-là. Et après, Véronique, on doit préparer la relance économique. On a mis 101 milliards de dollars dans notre dernier budget pour s'assurer que cette relance économique soit verte, qu'elle soit inclusive. Donc, il y a plusieurs choses au niveau de la relance économique. On veut s'assurer que, bien entendu, on investisse dans tout ce qui est relance verte, donc économie, dans le fond, technologie verte. Je pense que tu as une question pour moi et je pourrais y répondre sur ça. Au niveau de l'inclusion aussi, c'est important parce qu'on doit être capable d'augmenter, dans le fond, la participation des gens à notre économie. C'est notre façon d'être en mesure par la suite d'avoir une économie forte. Donc, participation des femmes à l'économie avec des garderies, participation encore et toujours avec des nouveaux immigrants, nouveaux arrivants pour être en mesure d'avoir davantage de personnes qui participent à notre économie. Donc, ça me fait plaisir de répondre à toutes tes questions, mais voici la grande vision
alors que nous faisons face à la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Excellent, merci. Ça met la table pour les questions. Je vais commencer avec la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bon, on en a souvent discuté. Au Québec, on a 20 000 postes vacants dans le secteur manufacturier. On est la province qui a le plus de postes vacants. On en a beaucoup parlé dans l'heure qui vient de précéder. Comment est-ce qu'on fait pour réduire les délais au niveau de l'immigration? On parlait de la PCRE, elle va être là jusqu'à quand? Si vous êtes réélu, est-ce que vous comptez la prolonger? On a parlé des travailleurs étrangers temporaires, de formation. Quelle va être la suite pour vous si vous êtes réélu le 20 septembre? Bien, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème. C'est un problème qu'on voit en particulier au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieillissement de la population. C'est un problème qui était là avant la pandémie, qui est exacerbé aussi par la pandémie parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé d'aller à la retraite plus rapidement. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont décidé de changer de domaine pour être en mesure d'avoir accès à des meilleures conditions d'emploi et un meilleur salaire. Donc, différentes choses. Nous, ce qu'on a fait en sorte, c'est qu'on a mis une subvention pour, dans le fond, la masse salariale, qui est, bon, il y a la subvention salariale que tout le monde connaît, mais aussi pour l'augmentation de salaire. Donc, ça, c'est une des solutions qui est en place dans les mesures COVID. C'est sûr qu'il faut augmenter le nombre d'immigrants au Québec. Ça me fait plaisir de travailler avec toi, Véronique, avec tes membres, pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault parce que c'est important qu'on ait cette conversation-là. Nous, au Parti libéral, on est toujours en faveur de l'augmentation des niveaux d'immigration. En même temps, on investit plus que jamais en francisation. On pense aussi que les aînés qui veulent rester au sein du marché du travail ont le droit à un crédit d'impôt. Donc, pour toutes les personnes de 65 ans et plus qui continuent à travailler, on va réduire leurs impôts. On va leur offrir aussi un crédit d'impôt d'autour de 2 000 pour être en mesure de faire un incitatif pour qu'ils restent au sein du marché du travail. On a augmenté, juste avant les élections, le pourcentage de travailleurs étrangers temporaires au Québec en faisant en sorte de passer de 10 à 20 %. On doit encore et toujours améliorer la gestion des processus d'immigration parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de paperasse et c'est long. Donc, ça, on travaille là-dessus. Et finalement, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement au niveau des métiers. Donc, dans les circonstances, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec nos grands syndicats. On double le budget d'un programme qui vise à aider la formation en milieu de travail avec les syndicats et les employeurs pour s'assurer que des travailleurs dans différents métiers puissent être requalifiés. Donc, vous le voyez, plus de monde, plus de formation, incitatif pour faire en sorte que les gens restent au sein du milieu du travail. Et finalement, dernier point, au Québec, on a un système de garderie, mais il reste encore beaucoup de places qui ne sont pas encore comblées. Donc, nous, on a signé une entente de 6 milliards de dollars avec le gouvernement du Québec pour être en mesure d'avoir assez de places. En tant que femme, c'est sûr que moi, ça me préoccupe. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs des membres qui sont parents que ça préoccupe également. Donc, notre objectif, c'est aussi de s'assurer que les femmes puissent participer au marché du travail. C'est une de nos forces au Québec, mais on n'est pas encore développé notre plein potentiel et cette entente-là, elle est importante à maintenir et à mettre en œuvre. Excellent, merci. Et peut-être un commentaire, mais que j'adresse également aux autres candidats qui sont encore sur la ligne, sur la question des délais d'immigration. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Les délais sont excessivement longs et tous s'engagent à continuer à y travailler et à les réduire. Et ça serait bien éventuellement d'avoir un engagement ferme sur des délais réduits pour qu'il y ait vraiment un commitment de la part du gouvernement fédéral, peu importe qui sera le prochain parti, puis qu'on s'engage dans cette voie-là, parce que ça dure depuis trop longtemps et c'est vraiment, puis Mélanie, là, je m'adresse à vous, ça fait tellement de fois qu'on le répète, c'est le plus grand frein à la relance au Québec. Alors pour nous, ce serait une demande que je me permets de réitérer, que ce soit pour vous ou pour le prochain gouvernement qui sera en place, en fait. Je pense, Véronique, sur la question de l'immigration, ce qui a été plus difficile dans les derniers mois, c'est que l'immigration passe par nos ambassades, normalement, là, nos ambassades, nos missions. Puis il y a beaucoup d'ambassades et missions à l'étranger qui ont été visées aussi par des confinements dans leur propre pays, dans leur propre juridiction. Donc, ça fait en sorte de mettre un fardeau encore plus grand. C'est sûr, dans un contexte de relance, nous, on veut s'assurer justement de travailler avec nos ambassades, nos ambassadeurs, nos délégués de mission pour s'assurer d'aller chercher les meilleurs talents et ça va être certainement une priorité. Excellent, merci. Je me permets d'aller sur la stratégie industrielle. Alors, on a demandé
aux différents partis dans notre plateforme de mettre en place une stratégie industrielle qui est un peu une vision 360 des différents secteurs, quels sont les secteurs prioritaires, névralgiques, dans lesquels on veut investir. On l'a vu pendant la pandémie qu'on a eu des pénuries, des défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et votre gouvernement, sous l'égide de Monique Leroux, a produit avec l'Industrial Council un document, une proposition qui a été faite. Si vous êtes réélu le 20 septembre, est-ce que vous comptez aller de l'avant avec les différentes recommandations qui ont été mises en place? Est-ce que vous souhaitez y donner une suite? Bien, il y a plusieurs des recommandations que l'équipe de Monique, qui est une bonne amie en fait de Mme Leroux, que l'équipe a mis en place, qui se retrouve maintenant dans une plateforme. Je vous invite à la lire parce qu'elle est vraiment très intéressante et il y a plein de solutions. Ce que je vous dirais, c'est si on y va un peu par secteur, c'est sûr que comme ministre du Développement économique, pour moi, ministre du Développement économique québécoise, pour moi, l'aérospatial était très important. Donc, on a annoncé cet été une collaboration avec le gouvernement du Québec pour aider le secteur de l'aérospatial. Mais ma condition en tant que ministre, c'était vraiment de s'assurer que ce soit une aide, un soutien à la relance, mais que ça soit vert. Et donc, l'avion du futur soit vraiment pensé comme un avion vert. On le sait que la France investit dans son secteur aérospatial avec cette condition-là. C'est important que ça soit le cas ici. Et c'était, oui, aider les grandes entreprises comme CAE, comme Pratt & Whitney. J'ai plusieurs conversations avec eux d'ailleurs, mais aussi toute la chaîne d'approvisionnement, les PME, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a un fonds d'aide au secteur de l'aérospatial au sein du Développement économique Canada pour la région du Québec et au sein, dans le fond, du fonds d'innovation stratégique là, qui aide le secteur aérospatial pour les grandes entreprises. Même chose pour les voitures électriques et les autobus électriques. Écoutez, belle annonce avec Lyon électrique à Saint-Jérôme. Même chose pour Novabus, où j'étais il y a à peine 3 jours. J'étais là avec Linda Lapointe et Ramez Ayoub, qui sont nos 2 candidats dans la région. On était là pour la réouverture de la chaîne de production après 6 semaines. Les employés, les gens de la direction étaient extrêmement contents de relancer cette production-là, mais aussi de nous voir parce qu'on investit vraiment pour s'assurer qu'ils soient capables vraiment de soutenir tous les risques associés avec le développement de nouveaux produits. Même chose aussi avec tout ce qui est la voiture électrique dans le sud de l'Ontario. Il y a plusieurs de nos PME au Québec aussi qui participent à ces chaînes d'approvisionnement-là qui sont si importantes. Donc, voici comme, dans le fond, certains secteurs. Je ne pourrais pas passer à côté du secteur de l'aluminium. Vous savez, on a défendu bec et ongle vraiment le secteur de l'aluminium, nos travailleurs dans le secteur de l'aluminium durant l'ALENA, la renégociation de l'ALENA qui était extrêmement difficile face à un gouvernement Trump qui était extrêmement protectionniste. On a décidé d'investir avec Rio Tinto et avec aussi avec Alcoa pour avoir, dans le fond, le projet Elysis pour qu'il voit jour avec aussi le géant Apple. On a investi dans la traçabilité aussi de l'aluminium. Bref, des secteurs clés de l'économie québécoise, clés aussi de nos manufacturiers, donc de notre base industrielle. Et puis finalement, ben, c'est sûr que dans la relance, il faut plus d'aide pour les technologies propres, comme je le disais en introduction, c'est super important. Nos PME là, qui se lancent dans les technologies propres, bien, ils font preuve d'énormément d'audace et ils doivent être soutenus parce qu'ils prennent des risques sur leurs épaules. Bien, il faut que le gouvernement soit là pour les aider. Comprennent-nous aussi, en tant que gouvernement, des risques sur nos épaules parce que c'est comme ça qu'on va être en mesure de les commercialiser. Puis aussi, la compétition au niveau international, elle est de plus en plus verte. Alors, nous, il faut se tailler une place dans cette économie verte qui est vraiment en croissance, en émergence un petit peu partout à travers le monde. Excellent. Écoutez, Mélanie, on arrive à la fin. Peut-être une dernière question, puis on va se laisser là-dessus par la suite. Il y a le constat qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de programmes au fédéral, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont de la difficulté à y accéder ou qui laissent faire parce que c'est juste trop compliqué. Autant les travailleurs étrangers temporaires, parce que la lourdeur est énorme. Le Strategic Innovation Fund, c'est lourd, c'est complexe, ça prend des équipes de plusieurs personnes pour réussir à y accéder. Comment est-ce que vous comptez faciliter et alléger les programmes, les mesures pour que ce soit plus user-friendly pour les entreprises, notamment les PME? Bien, Véronique, ce qu'on a appris de la crise, c'est vraiment que le gouvernement fédéral, on peut être flexible puis on peut être rapide.
Pourquoi? Parce qu'on a mis la subvention salariale à 75 en l'espace de quelques semaines, l'aide au loyer, dans le fond, les aides à Développement économique Canada pour les régions du Québec. D'ailleurs, il y a un fonds qui est important là, pour nos PME. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est le Fonds pour la croissance et les emplois. Ce fonds-là là, peut vous aider à aller chercher jusqu'à environ 500 000 par PME de prêts sans intérêt si vous voulez automatiser vos opérations, si vous voulez les rendre plus vertes aussi. Donc, ça, c'est important. Puis, je vous entends sur le fonds d'investissement stratégique, le Strategic Innovation Fund. Oui, il doit être plus rapide. Oui, il doit être aussi plus flexible. Puis aussi, sur les travailleurs étrangers temporaires, on vient de s'entendre avec le gouvernement du Québec, donc ça devrait aller plus rapidement. Donc, on n'est pas parfait, mais je pense que dans les circonstances, on a joué le rôle d'aider les entreprises à survivre la crise. Là, on veut les aider à rebondir et c'est pour ça que j'espère que vous allez nous faire confiance parce que sincèrement, les enjeux de pénurie de main-d'œuvre jusqu'aux enjeux d'investissement dans nos entreprises, c'est vraiment une priorité pour le Parti libéral, puis on espère de pouvoir vous faire confiance le 20 septembre prochain. Excellent. Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Bonne chance pour les 2 prochaines semaines. Merci de vous être prêté au jeu. Merci à nos autres candidats qui sont encore avec nous. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les échanges. Il me fera plaisir de prendre vos questions, vos commentaires par la suite pour une prochaine élection. Merci d'avoir été patient avec nous aussi. Merci d'avoir été patient, oui, en effet. Alors, à très bientôt. Une bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.